J'ai l'impression de faire une interview, sauf que la réalité est que je suis seule dans cet appartement et que je parle seule à ma caméra, donc c'est une interview à moi-même. Salut, bienvenue dans ce nouveau petit vlog hors série que j'ai décidé de faire parce que j'ai commencé à recevoir quelques questions de votre part et même au cours de discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous ou même des proches qui suivent un peu mes vlogs, je me suis rendu compte que certaines questions devenaient récurrentes et je me suis dit que pourquoi pas y répondre, sachant que j'ai pas non plus énormément de choses à vous dire, mais je me suis dit que ça vous permettait d'avoir un petit vlog qui pourrait répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Notamment, j'ai beaucoup de questions par rapport à mon matériel, à ce que j'utilise. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir un petit vlog qui vous donnerait un peu les réponses à tout ça. Et ça pourrait vous permettre aussi d'avoir un endroit, notamment sous les commentaires, si vous avez d'autres questions. En fait, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, comme ça je pourrais y répondre et pourquoi pas faire une suite de vidéos où vous répondre directement. On est parti ? Alors, la première question à laquelle je vais répondre en mode un peu rapidement, parce qu'en fait j'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus. Pour ceux qui le savent peut-être pas, j'ai, parce qu'il est en soi pas terminé, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas alimenté, j'ai un podcast qui s'appelle Platypapote, qui est disponible sur Spotify, dans lequel je parle de l'auto-entrepreneuriat, je parle aussi de santé mentale, je parle beaucoup de mon rapport à l'auto-entrepreneuriat, de ce que j'ai pu apprendre, des questions que je peux me poser, et c'était souvent une occasion de faire en fait des petits épisodes blabla où on peut ensuite échanger ensemble dessus et où vous pouvez aussi peut-être vous reconnaître ou si vous vous posez une question, etc. Bref, et dans ce podcast-là, le deuxième épisode est consacré à mon parcours. Je vais revenir assez rapidement sur cette partie-là quand on me demande si j'ai fait une école d'art ou ce genre de choses, donc je détaille beaucoup plus dans cet épisode de podcast, donc je vais faire très court. La réponse est non, je n'ai pas fait d'école d'art, j'ai un parcours, je vous passe les détails, mais on va dire que j'ai fait 3 années en école de mode. Et donc du coup j'ai fait 3 ans là-bas, donc alors oui j'ai eu des cours de dessin et des cours de l'histoire de l'art, mais c'était beaucoup plus basé sur de l'anatomie, mais pour découler sur un dessin de mode. Donc j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire une prépa en école d'art, ou de faire, j'en sais rien, les Gobelins, l'école des arts, ce genre de choses. J'ai vraiment un parcours assez autodidacte par rapport à ça, je vous en reparlerai après. Après ces 3 ans, suite à des stages que j'avais pu faire, j'ai fait un petit virage dans le milieu du journalisme, journalisme mode et beauté. Et ensuite, je suis repartie dans l'univers du graphisme parce que c'était vraiment... je me suis rendu compte en fait sur le tard que c'était vraiment un milieu dans lequel je me sentais bien. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans donc le graphisme, la direction artistique. Je travaille énormément dans le domaine du e-learning notamment. Et en fait, c'est pendant que j'étais en train... lorsque j'étais encore en CDI dans une agence, c'est là que j'ai commencé à reprendre un peu le dessin, que j'ai créé ma boutique Etsy notamment. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, j'ai eu une boutique Etsy pendant 1 an et demi je crois à peu près, que j'ai fermée parce que j'ai clairement pas mis l'implication qu'il fallait, et du coup pour autant j'ai pas arrêté l'illustration parce que c'est là que je me suis vraiment rendu compte que en fait ce qui me plaisait dans le fait de créer ma boutique, c'est que j'avais tendance à créer moi des petites histoires à travers les collections que je sortais, etc. Et donc je me suis vraiment rendu compte que c'était peut-être possible en fait d'aller dans l'illustration, dans l'édition et tout. Donc voilà, c'était un peu quelque chose que j'ai gardé en moi depuis des années parce que depuis toute petite j'ai ce désir là, mais on va dire que tout mon cheminement dans le milieu du travail et dans les expériences que j'ai pu avoir m'ont amené à me dire ok, j'ai très très envie de travailler dans le milieu de l'illustration jeunesse et notamment dans les livres pour enfants. Maintenant, sachant qu'en fait, à côté de ça, j'adore mon travail de freelance. Je ne veux pas l'arrêter. Alors, on verra avec le temps, mais pour l'instant, c'est aussi une partie de mon travail que j'aime beaucoup. Voilà un peu pour mon parcours, qui n'était pas aussi succinct que ce que je voulais, mais voilà. On va ensuite rentrer dans la partie qui est un peu plus retour sur expérience, parce que j'ai déjà eu des discussions avec certains d'entre vous, et certaines surtout d'entre vous, sur le dessin, le rapport au dessin. On a tous un peu un rapport au dessin qui est différent, et qui parfois peut être bloquant. Et moi je sais que personnellement, je me suis beaucoup bloquée vis-à-vis de mon rapport au dessin. J'ai toujours eu un rapport au dessin qui était très très ambigu. C'est une certitude, depuis que je suis petite, depuis que je sais tenir un crayon, je dessine. Je fais 2 choses, c'est je dessine et je crée des histoires. J'adorais écrire des suites de livres que j'aimais. J'ai écrit une suite de 4 filles et un jean par exemple. J'ai reproduit la suite d'événements de BD que je pouvais regarder et lire au quotidien. Et donc j'ai toujours eu ce rapport un peu de la création, le fait de beaucoup dessiner,
dessiner, j'adorais ça. Moi je fais partie de ces gens qui ne croient pas au talent. Je ne pense pas qu'on naît avec un talent pour le dessin. Par contre, je pense qu'on peut naître avec des facilités. Et je ne faisais pas partie de ces gens-là. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu du mal avec visualiser un objet dans l'espace. Tu me dis dessine-moi un cheval, je vois très bien le cheval dans ma tête, mais au moment où je vais le dessiner, c'est niette quoi, vraiment j'ai rien. Et j'avais des copines quand même qui savaient beaucoup mieux dessiner que moi, au stade où on n'avait pas pris de cours et on dessinait sensiblement à la même cadence. Ça m'a beaucoup découragée parce que moi j'avais tendance à énormément me comparer et à voir que je faisais moins bien. Ce qui fait que du coup, pendant un bon moment en fait, les seules choses que je dessinais c'était des copies de choses que j'aimais. Dès que je voyais un style qui me plaisait, je le reproduisais. J'étais très bonne en reproduction, mais j'arrivais pas à être satisfaite de mes dessins à moi. Et en toute honnêteté, je regarde des dessins que j'ai fait en école de mode, je vous mettrai des petits extraits, mais moi je les trouve pas bons. Ça n'est pas bon, en tout cas à mon sens, ça n'est pas qualitatif. Ça faisait le taf pour mes études, mais et je sais que derrière le style du dessin, en fait, en école de mode, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est l'idée, c'est le concept, c'est le message qu'il y a derrière ta collection. Mais pour autant, voilà. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup complexée parce que, en fait, je me suis très vite enfermée dans ce côté. De toute façon, je ne sais pas dessiner, donc je vais utiliser ma créativité ailleurs. Donc dans l'écriture, dans la photo, etc. Et donc je m'étais un petit peu laissé ce petit boulet sur les épaules. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte quand même que dessiner, j'aimais bien ça. Et du coup, quand j'ai voulu lancer ma boutique Etsy, c'était notamment parce que je m'étais remise un peu à dessiner et qu'en fait, je trouvais quand même que j'avais fait des progrès et il y a eu une espèce de petite fracture qui s'est faite, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que il n'y a pas de secret, je détestais entendre ce conseil-là. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi et que vous trouvez que vous ne dessinez pas assez bien, que vous n'êtes pas contente de votre style, que vous voulez vous améliorer, je vais vous donner le même conseil que tout le monde vous donne, que tous les artistes vous donnent. Et je sais qu'il est énervant ce conseil, mais je suis désolée de vous le dire, c'est vrai. Il faut dessiner tout le temps. Et c'est comme ça que vous progressez. J'ai mis énormément de temps à être satisfaite de mon style. Pour vous dire à quel point ça prend du temps, c'est que ça fait un moment maintenant que je dessine. C'est quand j'ai fait une des illustrations de mon livre, l'illustration du souvenir de mon livre, que là je me suis reculée et je me suis dit mais en fait, j'ai pris du skill en fait, genre. Donc ne désespérez pas, entraînez-vous, continuez, testez, gribouillez, faites tout ce que vous pouvez pour dessiner. C'est comme ça que vous arriverez à vous améliorer et je peux vous l'assurer. J'ai mis beaucoup de temps à me décomplexer, de ne pas vouloir être aussi douée que un Léonard de Vinci par exemple, ou d'artistes que je peux suivre qui ont un talent incroyable. Moi je les trouve très talentueuses, mais je sais très bien que je n'ai pas cette vision-là du monde. Donc j'apprends de plus en plus à faire la paix avec ma propre vision et donc comment je l'applique dans mes dessins. Mais c'est pour vous dire que il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de chemin à suivre tout tracé. Maintenant, par rapport à cette question pour le coup que j'avais où on me demandait si j'étais plutôt digital ou traditionnel. Donc pour ceux qui savent pas, digital c'est digital painting, traditionnel c'est tout ce qui est peinture, crayon, c'est vraiment la matière. J'adore le digital painting. Étant donné que j'avais beaucoup de mal à dessiner à la main, genre avec un papier, un crayon, j'ai énormément appris à dessiner à travers le digital painting. Parce qu'en fait, on peut effacer un trait, on peut recommencer, on peut changer la couleur, on peut zoomer, agrandir, on peut faire plein de choses que le papier ne nous permet pas de faire. Et moi, personnellement, ça m'a énormément rassurée dans mon appréhension du dessin et dans mon approche de créer. Et je pense que c'est pour ça aussi que très naturellement, je vais me diriger par ça, parce que je le connais très bien. Mais à côté de ça, je tends à vouloir passer plus au traditionnel parce que j'ai envie de découvrir mon style en traditionnel. Je fais quelques peintures, je vous ai filmé à un moment quelques peintures, mon style est très différent en traditionnel par rapport au digital painting. Voilà, donc j'ai pas vraiment de préférence, c'est que naturellement je vais aller vers le digital, parce que plus facile, moins de prise de tête, moins d'appréhension. Et à côté de ça, j'ai cette espèce de fantasme de ces grandes planches d'aquarelle et de gouache que je pourrais faire en vue d'être scannée et numérisée pour être mise dans un livre. Ça fait partie des goals que je peux avoir, donc très clairement, il y a certains de mes livres que je suis déjà en train de réfléchir en traditionnel. Donc voilà. Alors, j'ai commencé à travailler en digital avec ma tablette graphique qui est une Wacom. C'est la Wacom Intuos M, si je vous dis pas de bêtises. Je vous mettrai de toute façon toutes les descriptions en barre d'infos. Mais c'est une tablette graphique classique, c'est-à-dire que c'est comme un trackpad, mais format A4, où vous avez un petit stylet, et vous pouvez changer les pointes si vous voulez, etc. Mais où vous dessinez sur la tablette, mais c'est référé à votre écran. Il n'y a pas de notion de dessiner à même l'écran.
Et donc j'ai commencé comme ça avec Photoshop. Donc j'ai fait plein d'entraînements avec ça, à apprendre à maîtriser le stylet, à comprendre comment je le tenais, qu'est-ce que j'aimais, quel brush j'aimais. Et c'est un conseil que je pourrais vous donner si jamais vous avez envie de vous mettre au digital painting, mais que vous n'êtes pas encore à l'aise avec le fait de dessiner à même un écran, c'est-à-dire directement sur une plateforme. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé la tablette, et en plus de ça c'est bête mais c'est pas très cher, c'est assez... Enfin, ça reste une dépense, mais le coût est quand même moins cher que d'investir directement dans une tablette graphique de professionnel. Je trouve que c'est un premier pas assez sympa. Après, il faut aimer pouvoir travailler avec Photoshop, et le gros souci du coup de tout ça, c'est Photoshop, parce que Photoshop c'est très cher. Alors si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir des prix, mais les licences Adobe sont quand même un coût particulièrement élevé, tout le monde peut pas se le permettre. Alors vous avez des outils gratuits, vous avez je crois Sketchbook ou ce genre de choses qui sont des petites applications gratuites qui font très bien le taf, mais à mon sens vous êtes vite limité si vous avez envie d'avoir des effets de lumière, de brush, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et quand j'ai voulu développer un peu plus l'illustration, j'ai ressenti le besoin d'avoir plus ce côté dessiné de mes mains en fait. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai vraiment ressenti moi une différence entre dessiner sur une surface qui est renvoyée sur un écran et dessiner à même l'écran. J'ai vraiment ressenti moi une différence là-dessus, et c'est pour ça que j'ai fini par passer par un iPad. Quand j'ai décidé de lancer ma boutique Etsy, je me suis dit que j'allais quand même beaucoup dessiner par rapport à avant. J'avais besoin d'une tablette que je pouvais trimballer partout. La tablette graphique que j'avais me le permettait pas puisqu'elle était branchée à mon ordinateur, donc dédiée à mon bureau. Et donc c'est pour ça que j'ai investi dans un iPad. Donc j'ai choisi moi personnellement un iPad Air. Je crois que c'est la première génération, mais je vous confirmerai ça en barre d'infos. Je vous mettrai les descriptions un peu de ce que j'ai. Pourquoi un iPad Air et pas un iPad Pro ? Tout simplement parce que c'était trop cher. Voilà, c'est un peu le problème aussi d'Apple, c'est que les prix sont très élevés, on peut pas tous se permettre de s'acheter un iPad, et en plus de ça, comme je me suis dit que j'allais commencer à faire de l'illustration, mais que j'allais pas partir non plus dans une carrière d'illustrateur immédiatement, je me suis dit que de toute façon, au mieux investir dans un petit truc pour l'instant, voir si ça me plaît, et si jamais ça me plaît vraiment avec le temps, why not investir dans un iPad Pro. Ah oui, pourquoi est-ce que j'ai pris Apple ? Parce que sur Apple, il y a Procreate. Et Procreate est sans aucun doute à mes yeux le meilleur logiciel d'illustration. En plus c'est pas très cher, je crois que c'est toujours 11 €, vous l'achetez une fois et après vous l'avez à vie. Par contre, la partie chère c'est qu'il faut un produit Apple. Donc voilà un peu pour le matériel que j'utilise en termes de digital. Vraiment c'est un mélange. Maintenant j'utilise ma tablette graphique Wacom pour les retouches par rapport à Photoshop, et à côté de ça sinon le dessin je ne passe plus que par l'iPad et Procreate. Et enfin concernant le matériel que j'ai en traditionnel, alors je suis pas un très bon exemple à suivre parce que je suis clairement mon appartement pourrait s'apparenter à un Cultura, clairement, parce que j'ai beaucoup de fournitures créatives, j'ai beaucoup de fournitures traditionnelles. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours beaucoup créé au quotidien, donc j'ai accumulé des choses, de la peinture, etc. Et parce qu'à côté de ça, je suis le genre de personne qui, quand elle veut tester une nouvelle technique, ne va pas acheter seulement 3 couleurs, elle va acheter la gamme. Ce qui financièrement n'est vraiment pas un bon move à faire. Donc j'ai beaucoup de matériel traditionnel. Maintenant, je vais vous insérer des petites images un peu de tout ce que je peux avoir, de mon petit chariot créatif et tout. Maintenant, vraiment, dans l'optique de l'illustration jeunesse, les 3 médiums que j'ai vraiment envie d'utiliser, ça va être l'aquarelle, la gouache et le pastel. Et le pastel, vraiment, à la base, je voulais en fait utiliser le crayon de couleur parce que c'est un style que j'applique beaucoup sur mon process de création de digital painting, mais que je n'arrive pas à reproduire comme je le veux en traditionnel, parce qu'en fait les crayons de couleur ne sont pas assez pigmentés. Et c'est pour ça que je compense avec le pastel. Mais je vais pas vous mentir, pour l'instant j'ai pas énormément de travaux à vous montrer parce que je fais du tradi pour le fun, mais j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment créer au traditionnel une belle d'illustration jeunesse ou des exemples de planches, etc. Si je pouvais vous donner un conseil par rapport au matériel traditionnel, alors déjà il faut prendre en compte que c'est un coût, ça coûte cher. Le matériel d'art coûte très cher. Et le problème c'est que pour avoir beaucoup été du genre à acheter les peintures les moins chères, les papiers les moins chers pour tester une technique, ce qui se comprend. Quand j'ai commencé la gouache, j'avais acheté l'espèce de boîte chez Cultura, c'est un peu leur marque repère, où pour, je sais pas, genre 12 balles, t'as 30 couleurs ou 28 couleurs, je sais plus.
Et en fait, j'ai failli décrocher de la gouache parce qu'en fait, le rendu n'était pas beau. C'est normal, parce que la gouache qu'on vous met dedans, elle n'est pas d'aussi bonne qualité que la gouache que moi je voyais sur des peintures d'artistes que je suivais. Donc si je pouvais vous donner un conseil, si vous avez envie de vous lancer un peu dans une pratique, concernant la gouache en tout cas, misez sur de la gouache de qualité. Oui, ça coûte cher. Moi, j'utilise la gouache Linel, je crois que c'est Frambourgeois la marque, c'est quand même 5 € le tube. Le petit tube, donc clairement c'est cher. Ça paraît pas comme ça, mais c'est cher. Mais pour autant, je vous conseillerais vraiment d'acheter genre les 3 couleurs primaires et de voir comment vous vous sentez avec ce médium, de tester les couleurs et ensuite si vous aimez ça, achetez les autres couleurs petit à petit. Si jamais vous avez un petit budget, que vous avez quand même envie de tester la technique, privilégiez, à mon sens, privilégiez la bonne qualité de la peinture. Parce que ça change tout. Pour avoir fait une gouache sur un papier de qualité avec la gouache de qualité et même un pinceau de qualité, vraiment ça n'avait rien à voir. Mais encore une fois, c'est des dépenses. Concernant l'aquarelle, j'ai l'impression qu'on arrive à faire quand même des aquarelles plutôt de bonne qualité, même quand elles sont pas trop chères. Je trouve que c'est un médium qui est super chouette à prendre en main. Après, il faut savoir que moi, je n'utilise pas l'aquarelle comme une aquarelliste, c'est-à-dire avec tout le travail de l'eau, etc. Je vais vraiment l'utiliser pour de l'aplat de couleurs, pour vraiment de la colorisation. Donc, j'ai pas non plus une technique de dingue en aquarelle. En ce sens, si jamais vous voulez faire de l'aquarelle aussi pour le fun et pour tester, là pour le coup, vous voyez, il y a des petits godets vraiment pas très chers, des petites palettes de godets pas très chères. L'aquarelle, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus pigmentée, mais franchement, moi je trouve que ça passe. Clairement, pour l'apprentissage de l'aquarelle, ça passe clairement. Je vois pas une grande différence. Enfin, alors, je suis pas aquarelliste, donc après à me dire, peut-être que si vous, au contraire, vous avez vu la différence, n'hésitez pas à enrichir les commentaires en donnant votre expérience, mais j'ai commencé avec de l'aquarelle de pas très bonne qualité, et ça passait. Pour ce que moi j'en avais besoin, ça passait. C'est juste que oui, les couleurs étaient beaucoup plus fades, beaucoup plus ternes. Donc maintenant, avec de l'aquarelle de meilleure qualité, je vois la différence. Mais sur le moment, quand j'étais en plein dans cet apprentissage-là, c'était pas un problème. Et au final, moi j'ai plus basculé vers l'encre aquarelle, qui est très pigmentée, parce que j'aime en fait ce côté ultra pop, ultra pigmenté. Donc voilà un peu les conseils que je pourrais vous donner par rapport à mon matériel de traditionnel. Et enfin, le dernier petit point que je voulais vous parler, je pense que je vous insérerai des images notamment de mon étagère, ce que j'appelle l'étagère créative. C'est l'étagère où j'ai tous mes livres en fait liés à la création, aux techniques de peinture comme au stylisme, etc. Et donc je vous mettrai, je pense, sans vous en parler là de vive voix, je vous mettrai certains ouvrages en évidence, mais je voulais par rapport à l'édition jeunesse, je voulais vous parler de 2 ouvrages qui se ressemblent beaucoup mais qui pourtant sont assez complémentaires. Je vais commencer par le premier livre qui est français pour le coup, qui s'appelle tout simplement et très sobrement Écrire et illustrer des livres pour enfants. C'est celui-là, je sais pas si... je sais qu'à un moment la couverture de l'édition avait changé, donc je sais pas si ça va être cette édition-là ou pas. Moi elle vient de À tout carré, édition Erol, et vraiment... c'est un très bon livre. Moi je l'avais demandé à Noël quand j'avais décidé de me lancer dans l'aventure de l'illustration pour enfants. Il est super complet, mais vraiment il vous dit, mais vraiment de A à Z, chaque étape pour créer votre livre pour enfants. C'est génial, c'est en français, c'est accessible. Alors c'est très dans la théorie, c'est vraiment un process fil rouge à suivre, etc. Mais ça, vraiment, je crois que j'ai jamais vu un livre aussi complet. Ça aborde tous les spectres à savoir, à appréhender, à réfléchir. Il y a plein d'exemples, c'est vraiment très bien. Son seul petit défaut, je dirais, c'est qu'il a un côté du coup très académique. Il y a des créations, il y a des images, etc. Mais je trouve qu'il a quand même un côté très académique. Mais ça en fait un peu un petit Larousse de ce qu'il faut savoir, une petite bible en français de écrire et illustrer des livres pour enfants. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, cette fois c'est un livre anglais. Ça peut être un frein si vous lisez pas l'anglais, mais dans le doute, il a un peu morflé avec le temps, le pauvre, parce qu'il est pas pop-up, mais il a un truc en relief, et c'est How to be a Children's Book Illustrator. Désolée pour l'accent anglais. Il se présente comme ça. Pareil, je vous ferai des inserts, et il est incroyable. Je peux pas dire que je le préfère au français parce qu'il est très différent. Il a aussi
il donne aussi énormément d'informations sur l'illustration jeunesse, mais ce que j'aime en fait c'est qu'il prend des exemples de livres qui existent déjà. Dedans il y a des interviews en fait d'illustrateurs qui expliquent aussi leur démarche, qui expliquent pourquoi ils ont fait ça, en quoi c'est important. Et du coup j'aime bien parce qu'il y a une notion aussi de mise en pratique. Donc c'est de la théorie avec de la pratique, on voit en fait tout ça. Je pense que dans son contenu il est assez semblable à ce livre-là en français. Mais d'un point de vue boost de créativité, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il a ce truc en plus, qui donne des exemples tellement concrets. Vraiment, je peux que le conseiller. C'est les 2 livres qui m'ont accompagnée et que je vais relire aussi, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas feuilletés. Je les avais feuilletés avant de me lancer dans l'aventure. Et là je me dis ça pourrait être intéressant aussi pour moi de retomber dedans et de revoir un petit peu. Mais c'est vraiment les 2 livres que je vous conseille le plus pour l'illustration jeunesse en tout cas. Et d'ailleurs si vous avez des recos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à me dire ou à m'envoyer un petit message pour me le dire. Clairement, ce sera toujours avec plaisir. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'avais vraiment envie d'aborder ces sujets avec vous. Et puis ça me permettait aussi de vous glisser 2-3 conseils. Et bien sûr, mes recos livres. Alors là, voilà, j'ai vraiment axé mes recos de livres sur l'illustration jeunesse. Je vous aurais quand même montré des extraits de livres que j'ai graphiques, sur le dessin, etc. que je peux recommander si ça vous intéresse. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions. Si vous avez des questions sur des livres que vous avez vus qui vous intéresseraient, si vous avez des questions aussi sur, je sais rien, un truc que j'ai dit qui vous interroge ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est toujours avec grand plaisir si je peux vous répondre. Et puis j'espère que ce petit hors-série vous aura plu. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog.